Catherine Maury. Bonsoir Vous Mélanie. êtes professeure de littérature dans un collège du Val-de-Marne, dans une école d'ingénieurs également. Et vous nous racontez l'histoire incroyable de la littérature française depuis la création de l'imprimerie jusqu'à nos jours. Alors on retrouve tous les grands auteurs les plus connus qui ont trusté nos salles de classe, mais aussi nos tables de chevet avec un fil conducteur. Je vous cite, « Scalper les perruques poussiéreuses et envoyer valser les hauts de chausses élimés ». L'objectif, c'est quoi? C'est de dépoussiérer la littérature? Exactement, dépoussiérer la littérature. Je cite souvent une anecdote que j'aime bien, c'est celle de Françoise Sagan. Elle était lycéenne à Paris, au lycée Louise de Béthigny, et elle s'ennuyait tellement dans un cours de français qu'elle est allée chercher un petit buste en plâtre de Molière qui ornait une étagère et qu'elle l'a pendu haut et court dans le cadre de la porte. Ça lui a valu aussi d'être mise à la porte, voilà, justement mise à la porte. Donc là, voilà. En revanche, ce que vous dites dans le livre, justement, puisque vous parlez de Molière, c'est que peut-être qu'elle aurait apprécié ses cours si on lui avait raconté, je ne sais pas, l'enfant terrible qui était Jean-Baptiste, voilà. Ou des anecdotes qui pouvaient justement aiguiser son attention. Mais oui, elle aurait très bien pu effectivement se retrouver, puisque Jean-Baptiste, donc Poquelin, dit Molière, c'est quelqu'un qui a rué dans les brancards, qui, au lieu de suivre la trace paternelle et de devenir tapissier et valet de chambre du roi, eh bien, il a choisi ce métier infamant qui était le métier d'acteur. Oui, on le voit là tout jeune d'ailleurs, c'est une des bulles, une des cases que vous développez. Je ne veux pas faire tapissier, ça me répugne, donc comme son père, pas je veux faire SDF finalement, parce qu'évidemment, c'est avec plein d'humour. Oui, c'était un métier vraiment qui était très mal considéré. Il y a plein d'anecdotes comme ça, pas piquer des vers, qui auraient peut-être pu réveiller pas mal d'élèves en classe qui trouvent leur cours de français soporifique. Sur Voltaire aussi, Voltaire. Il y en a une assez drôlatique. Oui, parce que Voltaire, lui, il se voyait comme un grand dramaturge. C'est quelqu'un qui est né sous le règne de Louis XIV et il pensait être un Racine, être un Corneille. Voilà. Or, il est passé à la postérité. Pourquoi? Pour ses petits contes philosophiques. Et lui, il appelait ça de ses couillonnades. Des couillonnades? Il appelait ça ses couillonnades. Il trouvait que voilà, c'était vraiment des petits écrits insignifiants. Et finalement, c'est ça qu'on a retenu, parce que toutes ces tragédies ont été oubliées. Un second degré, finalement, sur ses propres créations. Exactement. En fait, l'idée, là, dans ce que vous dites, parce qu'on parle d'anecdotes, mais c'est d'en savoir davantage sur la vie de tous ces auteurs. Ça permet aussi peut-être de mieux comprendre leurs écrits, leurs ouvrages. Oui, bien sûr, bien sûr. Par exemple, si on parle de Victor Hugo. Oui. Qui est au programme du bac d'ailleurs cette année. Qui est au programme du bac. Peut-être que pas les collégiens, les lycéens qui sont en train de réviser, ils peuvent découvrir d'ailleurs toute la partie de Victor Hugo dans votre livre. Alors voilà, alors justement, pour les lycéens, Victor Hugo donne un conseil, c'est-à-dire que faut-il faire quand on doit se mettre vraiment au travail, quand l'échéance arrive. Là, le bac, c'est quand même dans 3 jours. Ouais, les épreuves du français dans 3 jours, jeudi. Voilà, parce que Victor Hugo a vécu ça. C'est-à-dire qu'on était en 1830. Il y avait eu la bataille d'Hernani, donc avec une pièce de théâtre qui avait suscité un tollé général, etc. Et Victor Hugo devait rendre à son éditeur un roman. Petit roman. Un petit roman qui devait se passer au Moyen-Âge. Et son éditeur lui dit « Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est toujours pas fini. » Mon Victor Hugo répond pas trop, surtout qu'il n'a même pas commencé. Il s'agit de Notre-Dame de Paris. Il s'agit de Notre-Dame de Paris. L'éditeur lui dit « Bon, alors écoutez Hugo, soit vous finissez ça pour le 1er décembre, soit toutes les semaines, vous aurez une amende de 1000 francs. » Et Victor Hugo va se mettre au travail, mais en s'efforçant de se mettre au travail, parce qu'on voit que même un grand génie, pour lui, ça peut être laborieux de créer. Et vous faisiez la comparaison avec les jeunes lycéens, parce que ce que vous racontez très bien dans la BD, c'est que du coup, il met au clou, si on peut dire, toutes ses affaires, ses vêtements qui lui donnaient envie de sortir, et au sens propre du terme, il va s'habiller en haillons. Et voilà, il s'habille en chaussettes. En chaussettes. Voilà. C'est-à-dire il revêt une espèce de pull qui part du cou et qui va jusqu'aux pieds. Et pourquoi ça le fait créer? Alors parce qu'il met sous clé tout le reste de sa garde-robe, donc il est insortable, et quand on est insortable, on ne sort plus. Donc voilà le conseil qu'on peut donner aux lycéens, c'est de mettre sous clé leur garde-robe et de s'habiller en haillons, comme ça ils sont sûrs de réviser. Et de rester chez eux, de ne plus sortir du tout. On redécouvre aussi Baudelaire. Alors lui, vous le rhabillez, pour le coup, au sens figuré du terme pour l'année. Voilà comment vous le décrivez. Ennemi de la démocratie, méprisant des idées généreuses, dédaigneux, snob. Baudelaire n'est pas précisément quelqu'un de gentil, notamment avec les femmes. Ah oui, notamment avec
les femmes. Il est extrêmement misogyne. Et puis alors, ce qui est drôle avec Baudelaire, c'est que c'est un dandy. Il définit le dandy comme quelqu'un qui a le plaisir d'étonner et la satisfaction orgueilleuse de ne jamais être étonné. Alors, par exemple, il se teint les cheveux en vert. Et puis, il sonne chez son ami Maxime Ducamp, qui est un poète aussi, pour étonner Maxime Ducamp. Maxime Ducamp ouvre la porte, aucune réaction. Il le fait exprès, parce que lui aussi est un dandy. Donc voilà, il fait exprès de ne pas remarquer. Mais vous savez, on a l'impression d'avoir deux adolescents, l'un qui s'est acheté une paire de chaussures extrêmement excentrique, et l'autre qui ne remarque rien. Alors qu'il l'a très bien remarqué. Alors qu'il l'a très bien remarqué. Et ça dit quand même quelque chose là de l'auteur aussi, sur son anticonformisme. Et d'ailleurs, vous parlez de son rapport à l'argent très particulier, son rapport aux drogues aussi, oui. puisque je crois qu'il a créé un groupe qui s'appelle le groupe des Hachichins. Alors, c'est pas lui qui l'a créé, mais il y participe. Il y participe, effectivement. Et donc on fume du... Alors, on ne fume pas, on mange de la confiture de cannabis. Ça s'appelle du dawamesque, c'est une confiture verte. Dawamesque, d'accord. Oui, voilà. Il faut savoir que c'était nouveau, le cannabis, en fait. Ça a été rapporté après les campagnes napoléoniennes. Ça a été rapporté d'Égypte. Et donc, on fait des expériences. Il y a un médecin qui est là. Et donc, il y a donc Baudelaire, il y a Théophile Gautier, il y a Dumas. Tout ce monde-là mange du dawamesque. Théophile Gautier raconte ça dans le club des Hachichins. Et l'anticonformisme, d'ailleurs, va jusqu'à ses écrits, puisque vous racontez que les Fleurs du Mal, il a réfléchi à un titre pétard, comme il disait, un titre qui choque. Il a même voulu les appeler... Les lesbiennes. Les lesbiennes, bon, finalement, ce sera les Fleurs du Mal. Finalement, c'est les Fleurs du Mal, qui est aussi choquant, puisque ça veut dire que les fleurs, la beauté, vient du mal. Or, c'était... Voilà, exactement. Bravo, Mélanie. J'ai bien appris ma leçon. Les femmes, on parlait des femmes, elles sont assez rares dans cet ouvrage. Il y en a 5, et j'ai compté, en 5 siècles. Oui, mais écoutez, regardez l'Académie française, 700 académiciens, 10 femmes depuis le début. Alors donc, c'est pas mal. Donc voilà, le ratio finalement est plutôt bon. Avec une nouvelle arrivante, Olympe de Gouges. 2 nouvelles arrivantes, Duras et de Gouges. Olympe de Gouges, qui est au programme du bac français cette année. Qui est une femme très courageuse, une citoyenne exemplaire, qui est restée connue pour avoir écrit le premier manifeste féministe de l'histoire. Pionnière du féminisme. Voilà, sa déclaration des droits de la femme et du citoyenne. Et c'est là où elle a cette phrase très célèbre. Elle dit « Les femmes ont le droit de monter sur l'échafaud, elles doivent également avoir le droit de monter à la tribune. » Et c'est une phrase qui va être tristement prémonitoire, puisque Olympe de Gouges va finir décapitée. Effectivement, quelques jours avant Marie-Antoinette. Bon, exactement. Dans 3 jours, on le disait, l'épreuve du bac. D'ailleurs, vous parliez d'Olympe de Gouges, elle est au programme cette année. Peut-être un petit conseil rapidement, très rapidement. Alors, petit conseil très rapidement pour l'oral. Quand on a une question pour laquelle on a pas mal d'éléments de réponse, vraiment, il faut presser le citron jusqu'au bout, parce que peut-être que la question suivante vous laissera sec comme un raisin de Corinthe. Donc, si on est bon sur une réponse, on délaie le plus possible, on développe. Oui, c'est à ce moment-là, on a les choses en main, donc voilà, il faut développer. Pas de pronostic sur les auteurs Non, ça je préfère pas, vraiment. D'accord. Moi j'aurais dit Olympe de Gouges, réviser Olympe de Gouges, je ne sais pas pourquoi je le sens bien. Merci. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Tout savoir sur la littérature française dans cette incroyable histoire aux éditions Les Arènes, jubilatoire et scrupuleusement documentée. Voilà, merci à vous. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.